Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de la série de podcasts Paroles d'experts consacrée au MOOC. Entrons directement dans le vif du sujet et découvrons à travers l'interview de Thomas Huy les différentes phases de construction d'un MOOC et les différents trucs et astuces qui vous guideront de l'idée jusqu'à la création de votre MOOC. Mais avant tout, demandons à Thomas pourquoi en introduction de cette série de podcasts, il a sélectionné un extrait du film Prof, produit par Patrick Schulman et sorti en 1985. Eh bien parce qu'en fait, assez récemment, je suis tombé dessus par hasard. C'est un film que je n'avais jamais vu. Il est sorti en 85 et à un moment donné du film, il y a une scène où Patrick Bruel et Lucchini commencent à rêver d'une école où il y aurait plus de profs. Et en fait, chacune des phrases peut être analysée comme une des promesses du MOOC. À un moment, un des profs dit « oui, c'est important d'être bien assis ». Et effectivement, en fait, l'une des promesses des MOOC, c'est de pouvoir consommer le contenu exactement quand on le souhaite, où on le souhaite. Ensuite, Lucchini dit oui, quelle perspective. Donc il y a la question de la scalabilité. Dans le digital, avec le MOOC, en fait, on va pouvoir adresser beaucoup d'apprenants parce que dans le digital, les coûts marginaux sont nuls. Donc en fait, le fait de pouvoir proposer à un grand nombre de personnes le dispositif qu'on a produit. Et donc en fait, une des promesses du digital, c'est que les coûts marginaux sont nuls. Ça veut dire qu'en gros, servir 10 personnes ou servir 1000 personnes, ça coûte le même prix. Après, il y a d'autres phrases dans cet extrait qui sont intéressantes. J'ai trouvé ça assez rigolo de voir que la question se posait déjà en 85 pour des profs qui rêvaient d'une école sans prof. Est-ce que tu peux nous rappeler l'objet de ton MOOC ? Alors, je ne suis pas le seul. Ce MOOC a été co-construit avec 3 collègues qui sont Valérie Fernandez, qui est prof à Télécom Paris Tech, Rémi Magnac, qui est prof désormais, alors au moment où on a fait le MOOC, il était à Télécom Paris Tech, maintenant il est à Polytechnique, et Laurent Gilles, qui est aussi prof à Télécom Paris Tech. Donc je veux surtout pas m'approprier le MOOC, je suis un des 4 co-auteurs de ce MOOC, et en fait l'idée initiale était de se dire qu'on allait un peu casser les codes des MOOC. On s'est dit qu'un MOOC c'était simplement une plateforme qui permettait de transmettre des contenus qui ont une dimension pédagogique, et donc on a souhaité partir d'une page blanche pour essayer de construire le MOOC qu'on avait envie de regarder. Et donc on a mis beaucoup de références qu'on avait en tête de produits qui nous avaient marqués et qui transmettaient des contenus pédagogiques. Donc par exemple dans le listing on avait les TEDx, tu vois, les conférences TEDx, c'est vachement bien, en 15 minutes t'as un contenu incroyable délivré par une personne formidable. On avait les documentaires de la chaîne Histoire, tu sais, on appelle ça des 52 minutes. Et en fait, voilà, à titre personnel, quand je regarde ce genre de documentaire, je me dis waouh, je suis passé à côté de l'histoire géo pendant ma scolarité. C'est juste génial et je pense que j'aurais dû être plus attentif. Mais parce que le format est plutôt adapté et plutôt bien mis en scène. On avait, tu sais, il y a une émission qui s'appelle C'est pas sorcier, où en fait Fred et Jamy font une vulgarisation scientifique d'un phénomène un peu complexe. Donc la cible est très teenager, adolescent. Mais c'est vachement bien, ça a son audience et ça nous a marqué. On avait aussi en tête des dessins animés, tu sais, il y avait un dessin animé qui s'appelait La vie ou Bienvenue la vie, où tu rentrais dans le corps humain, tu sais. Et tu avais quelques notions sur les globules blancs, les globules rouges, des choses comme ça. Et donc on a fait ce listing-là, et en fait ce dont on s'est aperçu, c'est que en fait ces produits-là, ils étaient faits par des experts. Et ces experts, ils sont issus du monde de l'audiovisuel ou de l'internet. Ils étaient assez rarement faits par des profs. Et donc nous, notre parti pris sur ce MOOC a été de dire qu'on va sortir le MOOC de la sphère académique pour le mettre dans les mains d'experts. Et ces experts, en termes de réalisation, en termes de prod, en termes de conception, ils sont du monde de l'audiovisuel ou de l'Internet. Et donc on a fait ce MOOC accompagné d'une boîte de production qui bosse avec Canal+, qui s'appelle Very Very Smart. Et on a vraiment co-construit ce MOOC avec cette perception un peu nouvelle qui est de se dire qu'on voulait faire un produit un peu nouveau, qui casse les codes et qui sort de la sphère strictement académique. Et donc voilà, c'est un peu le parti pris qu'on avait initial. Peux-tu nous rappeler le titre de ton MOOC ? Innover et entreprendre dans un monde numérique. Alors ça, c'est pour la version française. Il est distribué sur Fun, mais les vidéos, en fait, elles sont disponibles à plusieurs endroits. Elles sont disponibles en ce qu'on appelle en anglais standalone, c'est par elles-mêmes, tout seul, sur YouTube. Et je crois qu'il y a des liens entre vidéos. Parce que si tu vas dans les commentaires sur YouTube, tu peux retrouver d'autres vidéos en lien avec le MOOC. Aujourd'hui, le standard sur Internet, c'est qu'on puisse consommer les contenus exactement quand on le souhaite. Et donc aujourd'hui, il faudrait que sur les plateformes de distribution des MOOC, n'importe quel contenu soit disponible à tout moment. Et malheureusement, c'est pas le cas. Je pense que... Alors, il y a des explications by design, par construction à ça. C'est que, bon, par exemple, si tu fais un MOOC où tu as de la correction de pair à pair,
En fait, il faut que les apprenants soient au même niveau d'apprentissage pour qu'ils puissent se corriger les copies les uns les autres. Et donc, dans ce cas-là, en fait, il faut que tu puisses bloquer les apprenants à un moment donné de la vidéo. Enfin, à un moment donné du cours, plus exactement. Pour dire, en gros, voilà, une fois qu'ils sont après la 4e vidéo, ils vont pouvoir faire un rendu et se corriger de pair à pair. Mais nous, on n'a pas de correction en pair à pair à date. Et donc, si tu veux, cette fonctionnalité-là peut avoir du sens dans un design de MOOC qui n'est pas le nôtre. Et sinon, après, sur Fun, elles sont disponibles. On a dit, OK, les 4 premières vidéos qu'on libère, c'est celle-là, les 4 autres, c'est celle-là, les 4 autres, c'est celle-là. On a aussi voulu avoir notre propre plateforme de distribution, parce qu'en fait, tu sais, quand tu vas sur Fun ou sur Coursera, alors sur Coursera, il est en anglais, Innovating in a Digital World. Et quand tu vas sur une plateforme MOOC, tu t'inscris, mais tu dois attendre parfois 1 mois avant de voir se libérer les premières capsules, donc les premières vidéos. Et puis, toutes les vidéos ne sont pas libérées d'un coup. Il faut attendre 1 semaine pour avoir les 4 vidéos suivantes, puis 1 semaine pour avoir les 4 autres vidéos. Et donc, nous, on s'est dit qu'on allait vraiment réfléchir à l'expérience utilisateur dans son ensemble, et que pour ça, en fait, il fallait maîtriser tout. Maîtriser tout, ça voulait dire développer notre propre plateforme. Et donc, on a développé notre propre plateforme sur laquelle est distribué le MOOC. À tout moment, la personne vient, elle peut consommer le contenu quand elle le veut, dans l'ordre qu'elle veut. Et ça nous semblait très intéressant. On a même imaginé des fonctionnalités très nouvelles qui ne sont pas disponibles sur Fun ou sur Coursera. Je te donne un exemple. Par exemple, en fait, tu sais, sur un MOOC, en fait, c'est des vidéos de 5 minutes. Et une vraie question, c'est qu'est-ce que tu dis et qu'est-ce que tu ne dis pas. Parce qu'en fait, en 5 minutes, il y a plein de choses que tu ne peux pas dire. Et quand tu ne les dis pas, comment tu fais en fait une pédagogie cumulative, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais en gros, je te donne un exemple. Dans le MOOC, on développe la question de l'effectuation. Alors tu vois, l'effectuation, c'est un concept un peu compliqué. Si je te l'explique, je vais mettre 5 minutes pour l'expliquer. Et donc, dans d'autres vidéos, je dois mobiliser le concept d'effectuation, mais pour raconter autre chose. Mais je ne peux pas l'expliquer, le concept d'effectuation, parce que je n'ai pas les 5 minutes nécessaires pour le faire. Et donc, en fait, quand on parle d'un concept qui est un peu complexe, mais qu'on ne veut pas développer, qu'on veut juste développer un autre propos, en fait, on a ce qu'on appelle des pulpix, parce que c'est le nom de la boîte avec laquelle on a dealé, qui est fait en fait de l'enrichissement de contenu. Donc en fait, tu as une petite pastille qui vient sur la vidéo, sur laquelle tu peux cliquer, et ça va t'amener vers la page Wikipédia ou vers le document ressources complémentaires qui va bien, pour pouvoir en fait comprendre de quoi on parle. On a aussi imaginé une fonctionnalité où en fait tu peux prendre des notes pendant la vidéo. Tu as un petit champ en dessous de la vidéo, et tu peux prendre des notes pendant que la vidéo se joue. Tu peux décider d'arrêter la vidéo pour prendre les notes ou de continuer la vidéo qui continue à se jouer pendant que tu prends tes notes. D'accord. Et surtout, à la fin, on a un polycopier. Parce qu'on s'est dit, les gens peuvent consommer le contenu au bureau, et puis après, ils vont prendre le métro. Le problème du métro, c'est que tu as assez peu de réseau. Et donc, potentiellement, tu pourrais avoir envie de prolonger ton expérience utilisateur dans le métro. Et donc, en fait, à chaque fin de vidéo, en fait, tu peux télécharger ce qui ressemble un peu à un poly. Et dans ce poly, tu peux retrouver les notes que tu as prises à la main au moment où tu as pris des notes pendant la vidéo. Donc tu vois, on a vraiment pensé l'expérience utilisateur dans son ensemble, parce que on a essayé de faire un produit qu'on voulait assez joli. Quel truc et astuce tu donnerais à un expert, un professeur, un intervenant, un formateur qui souhaite créer un MOOC ? Alors, je lui conseillerais de démarrer de manière assez frugale, c'est-à-dire de faire un premier test avec une première vidéo pour voir si la cible qu'il envisage adhère au produit, et après d'entrer dans des boucles de test and learn avant de figer le produit. En faisant des choses qui sont... En entrepreneuriat, on appelle ça un MVP, c'est Minimum Viable Product. Okay. En gros, c'est la version la plus minimale possible pour qu'on puisse se rendre compte de ce que sera le produit. Mais en tout cas, ce MVP, ce Minimum Viable Product, il faut que tu aies mis très peu de temps à le faire. Donc il faut que tu puisses le faire très rapidement, sans engager beaucoup de coûts. Parce qu'en fait, il va changer. Et donc, c'est juste un prototype pour pouvoir tester le produit. Nous, tu vois, en fait, juste pour info, avant de figer le produit qu'on a aujourd'hui et qui marche plutôt bien, on a fait 3 tests très différents. Donc, on avait fait 3 prototypes très différents qu'on a mis dans les mains des élèves pour voir quel était le prototype qui marchait le mieux. Et donc, à la fin, on a sélectionné celui qui marchait le mieux. Je pense qu'en fait, donc quelqu'un qui arriverait sur la question des MOOC, je lui conseillerais de prototyper différents produits avec des partis pris qui sont très radicaux, très différents les uns des autres, pour voir quel est celui qui marche le mieux. Et une fois qu'il a ce qu'on appelle un product market fit, donc en gros le marché qui dit « Ah ouais, moi ce produit-là, j'adore, j'aime bien ça », là, il peut approfondir le projet. Il faut que le ton lui corresponde. Avoir 3 produits très différents, en termes de ton, alors même en termes de format. Il peut se prendre avec son téléphone. Ça veut dire qu'en fait, il est devant la caméra, mais il peut imaginer ça sous forme de slide animé, sous forme de dessin animé. Tu as pas mal de logiciels qui permettent de faire des choses
alors qui sont pas d'une grande qualité, mais là on est au stade du prototype, donc c'est pas forcément très important de faire ça avec un haut niveau d'exigence pour la qualité. Mais tu vois, je lui conseillerais de tester 3 choses très différentes. S'il n'est pas devant la caméra, ce qu'on a appris à travers ce MOOC, c'est que la voix off est extrêmement importante. La voix off, ça change ton produit. Hein. C'est un métier en fait, hein. Ça s'improvise pas. Donc nous, on a une voix incroyable, que moi je trouve formidable. J'ai beaucoup de retours positifs sur cette voix. Et la personne, en fait, c'est son métier. Son métier est d'être voix. Et donc tu choisis dans un catalogue le type de voix, il fait des pubs à la radio. La voix est très très importante. D'accord. Tu changes de ligue en fait. Quand tu as une voix off professionnelle, c'est un autre produit. Tu la trouves où, cette voix ? Alors nous, on l'avait trouvé en tapant sur Internet. Voix, et puis en fait, ils mettaient en ligne le type de voix qu'ils proposaient. Et c'est un métier, hein, donc c'est voix, ça s'appelle voix. Et donc, alors ça, c'est pour le français. Puis on a une voix aussi native américain pour le MOOC quand il est en anglais. Si tu veux, l'avantage quand tu fais quelque chose qui n'est pas incarné physiquement par une personne devant la caméra, c'est que tu peux passer à l'échelle dans une autre langue très rapidement. D'accord. Parce que tu n'es pas obligé de te coller à la question du doublage. Et donc concrètement, en fait, tu as simplement à traduire le scénario, le script que tu as fait, du français à l'anglais, de l'anglais à l'arabe, de l'arabe au chinois. Et en fait, en gros, tu peux adresser le monde entier avec ton même contenu, juste en rajoutant une voix. Ce qui change beaucoup de choses. Donc si ton ambition est d'adresser le monde entier, je pense que se mettre devant une caméra est une très mauvaise idée. Je te l'annonce, on est sur une V2 et une V3 du MOOC. Et donc pour la première fois, on a fait cet exercice de mise en situation d'interview, ce qu'on appelle un capstone. Et donc là, effectivement, va se poser la question de la façon dont on le traduit. Alors, aujourd'hui, les interviews ont été faites dans 2 langues, en français et en anglais. Okay. Donc, nous, on posait les questions en français et on posait les questions en anglais. Et nos intervenants, nos interviewés, répondaient en français et en anglais. D'accord. Je ne sais pas comment on va gérer la trad, peut-être avec du sous-titre. Peut-être que l'anglais, en fait, suffit parce que c'est quand même la langue qui fait référence à l'international. Après, ça dépend de l'ambition du MOOC. Hein. Ça peut être un MOOC qui souhaite pas nécessairement adresser beaucoup de personnes. Ça peut être sur une verticale très précise, pour une niche. Et dans ce cas-là, en fait, il faut juste parler le langage des gens, quoi. Pas seulement la langue des gens, le langage des gens. C'est-à-dire que si tu fais un MOOC pour, je sais pas, des collaborateurs en entreprise qui sont très familiers avec les acronymes du digital, je pense que tu peux te permettre d'aller sur product, market, fit, machin, etc. Par contre, si tu adresses un public plutôt jeune, sans une grande expérience professionnelle, il va falloir plutôt être très pédagogue dans le niveau de langage employé. Et donc, je pense effectivement, vaut mieux connaître sa cible pour pouvoir parler le langage de sa cible. Et ça, c'est un point très important, c'est éviter de jargonner. Alors, il faut s'empêcher les mots un peu techniques. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle il faut se les empêcher, c'est que les mots techniques, c'est un entre-soi, en fait. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne connaît pas ce qu'est le product market fit, et ce qui est bien naturel quand tu ne viens pas du monde de l'entrepreneuriat, il ne faut pas employer ce mot-là. Il ne faut pas essayer de l'employer pour après l'expliquer, il ne faut juste pas l'employer du tout. Et du coup, il faut être bien conscient du niveau de compréhension que vont avoir les gens quand ils vont t'écouter. Alors après, tu peux tomber dans un effet pervers qui est le plus je sors de mots compliqués, le plus j'ai l'impression d'être intelligent, mais il faut éviter ça au maximum. D'accord. Et surtout parce que tu sais pas qui va écouter ton MOOC. C'est-à-dire qu'au départ, tu préjuges de ta cible, mais demain, ta vidéo, elle va être sur YouTube, et peut-être qu'elle va être lue, vue, par des gens qui ont 15 ans, qui sortent du lycée et qui sont intéressés par le sujet que tu traites. Et si là, tu sors 3 acronymes en 10 secondes, ils vont décrocher. Après, bon, si tu vois, si tu es sur un MOOC avec des considérations très techniques qui va apprendre aux apprenants à faire des sièges d'avion, là, tu peux parler de la norme XRW45, quoi, parce qu'apparemment, dans le milieu, tout le monde la connaît. Mais si tu adresses le tout venant, eh bien, en fait, tu dois avoir un niveau de langage parfaitement audible, compréhensible, intelligible par tout le monde. Est-ce que tu écris tes scripts à l'avance? Oui. Alors nous, c'est super sharp. Hein. C'est sharp, tu vois, c'est super carré comme process. Je viens de dire 2 mots anglais dans la même phrase, donc c'est super carré comme processus. Comme procédure. Ouais, comme processus. En tout cas, notre script, pour te donner l'arrière-cuisine, c'est 800 mots. 800 mots, ça fait 1 page et demie, même plutôt 1 page 1/4 de Word sans interligne. Et dire des choses intéressantes en 1 page Word, c'est super compliqué. Et donc en fait, concrètement, alors là, je parle pour moi, je mets 2 jours pour produire cette page-là. Ce qui peut te sembler fou, parce qu'une page Word, tu l'écris en 1/4 d'heure. Mais en fait, tu la retouches dans tous les sens. Chaque mot compte. Chaque mot compte. Et alors, en plus, nous, on s'est imposé quelque chose qui est qu'en fait, il faut qu'on interpelle notre audience, en gros, en moins de 30 secondes. Parce que sinon, on se dit qu'ils vont partir. Donc, il faut qu'on dise quelque chose d'interpellant.
en moins de 30 secondes. Donc un effet paradoxal, un truc qui attire l'attention. Pour chaque vidéo, il nous faut une accroche, un truc qui vient capter l'attention de la personne, et pas n'importe comment, tu vois. Pas avec une blague, ou vraiment avec quelque chose en lien direct avec le propos qu'on va développer après. Tu vois, par exemple, c'est ce que tu fais, toi. Regarde, tu mets tu vois, dans ton podcast, tu mets tout de suite une intro un peu sympa, en lien direct avec le sujet. Nous, en fait, on fait ça. Mais avec nos mots, et avec nos images. Nous, on a 4 ou 5, on va peut-être en faire un 5e, experts sur les sujets en lien avec l'innovation digitale. Alors nous, on a discuté avec eux des sujets qu'on voulait aborder. Alors là, on les a sélectionnés parce qu'on les a trouvés formidables sur une dimension, et donc on va les questionner sur cette dimension. Mais tout ça a été effectivement très préparé, parce que pareil, une interview, il fallait la cadrer dans le temps, et donc on savait qu'il nous fallait des vidéos qui ne dépassent pas les 5 minutes, et en fait 5 minutes, tu ne peux pas les improviser. Donc en fait, on leur a donné les questions à l'avance, ils les ont rédigées, on a fait des allers-retours, et puis on a dit ok, super, ça nous va super bien. Eux sont évidemment maîtres du contenu qu'ils ont développé face aux questions qu'on leur a posées, mais tout ça a été co-construit pour pas dépasser les 5 minutes. C'est un exercice qui est très cadré, C'est un format interview. Là, nous, en fait, on s'est dit que sur une interview, ce qui pouvait être sympa, c'est d'avoir 3-4 questions, pour pas être toujours dans l'interruption de notre intervenant, et pour que ce soit un peu punchy, dynamique. Alors évidemment, la première question, c'est que les intervenants se présentent, et ils se présentent évidemment par le prisme du contenu qu'on souhaite qu'ils délivrent. Donc par exemple, on a interviewé les 2 cofondateurs d'une boîte incroyable qui s'appelle Energy Square, et donc ils se sont présentés à travers leurs produits. Par contre, là, on est plus sur du dessin animé, on est plus sur ce qu'on appelle du motion design. Là, on est sur de l'interview où en fait, un peu comme à la télé, tu interviews la personne. Et donc là, ils avaient même montré à l'image le dispositif qu'ils ont, qui est une tablette sur laquelle en fait tu peux venir recharger n'importe quel device, on dit en anglais, instrument. Mais par contre, on sait où on ne va pas, et nous, on ne va pas sur la mise en image. Ça, ce sont des experts qui le font pour homogénéiser, parce que nous, on est 4 co-auteurs sur le MOOC. Alors, d'ailleurs, sur la version 2 et la version 3, on est même beaucoup plus que ça, on va être 8 co-auteurs, avec des personnes qui viennent de l'école polytechnique, qui en fait ont fait leur scénario, donc leur script, pour après que ce soit mis en image dans le MOOC. Et donc, on est très content d'avoir élargi le nombre des co-auteurs. Ça veut dire que des gens ont cru au produit, et puis on développe ce produit-là, on est super content. Donc nous, on produit le script, et derrière, après, Very Very Smart s'en saisit et nous fait une proposition de storyboard. Donc ils nous donnent des planches, où ils nous disent, nous, on imagine ça comme ça, avec les petits bonhommes, les bulles, et qui nous dit voilà comment on imagine le mettre en image. Après, à ce moment-là, on a pas mal d'allers-retours pour dire ah ok, moi je voyais plutôt ça comme ça. Eux nous disent pourquoi ils ont fait ce choix-là. Eux nous challenge, nous on est challenge. Et puis à la fin, on arrive à un résultat où on se dit ok, voilà le storyboard. Donc voilà en gros les spécifications de ce qui va être mis en image. Et après, ils réalisent la mise en image. Et la voix off aussi. Il y a aussi toute une expertise du dynamisme de l'image. Il ne faut pas rester sur une même image pendant 15 secondes. Il faut que l'image aille au même tempo que la voix. Donc ça, c'est un métier. Et donc ça, ils le font très bien. Donc nous, on a un propos de prof. Donc on sait quelle est l'idée qu'on veut défendre. On est parfaitement maître et décideur sur le contenu. Mais par contre, après, sur la mise en image, c'est co-discuter avec eux pour savoir un peu comment on peut mettre ça en scène. Un MOOC, c'est à peu près combien de capsules ? 15. Du coup, ça fait 15 capsules de 5 minutes. Mais derrière, ça engage à pas mal de travail pour les apprenants, parce qu'en fait, ces 5 minutes-là sont un peu les 5 minutes essentielles, les indispensables. Mais derrière, on renvoie à des ressources complémentaires, donc à des lectures. Donc si la personne veut approfondir le sujet, on lui a sélectionné un certain nombre de ressources complémentaires dans lesquelles elle peut aller piocher pour approfondir le sujet. Et à la fin, il y a un quiz. Alors nous, le quiz aussi, pareil. Le quiz, on a voulu que ce quiz prolonge l'expérience d'apprentissage. Autrement dit, c'est pas un quiz qui vient sanctionner la personne en disant elle sait pas. C'est un quiz qui permet à l'apprenant de savoir quels sont les points essentiels de la vidéo. Autrement dit, quand on lui pose une question, il peut se dire légitimement « Ah tiens, ce point est important puisqu'il me pose la question ». Et donc un quiz aujourd'hui, c'est 10 questions. Donc souvent, il y a 10 points importants à retenir de la vidéo. Comme ça, l'apprenant sait que s'il répond bien au quiz, il a tout compris à la vidéo. C'est pour ça que chaque mot compte. Dire 10 choses importantes en 5 minutes, ça fait une toutes les 30 secondes. Tu vois, sur cette vidéo-là, sur le podcast qu'on a là, je suis pas sûr qu'on soit dans les temps. Mais parce qu'on a le temps. Parce qu'on a, tu vois, on a le temps, on peut poser notre propos. Mais en vidéo, t'as pas le temps, en fait. Et en fait, je crois que c'est bien. C'est finalement une contrainte assez sympa parce que un internaute, il a pas le temps. Parce qu'en fait, il est
perturbé en permanence par des mails, par une autre vidéo, par son téléphone. Et je crois qu'en fait, il a assez peu de temps à perdre. On dit qu'on perd souvent beaucoup de temps sur Internet. Je pense qu'en fait, on a assez peu de temps à perdre sur Internet. On va tout de suite au contenu, parce qu'il y a une richesse des contenus incroyable. Et donc, il faut être très rapide, très vite dans ce qu'on veut faire et dans ce qu'on veut dire. Parce que sinon, l'internaute, il n'a pas notre attention ad vitam aeternam, quoi. Du coup, faire ça en une même vidéo, c'est-à-dire à la fois la capter en moins de 30 secondes et la retenir en moins de 5 minutes, enfin sur 5 minutes, c'est très très compliqué. C'est ce « ah tiens » qu'on veut susciter chez les gens, en fait. Ah ouais, je savais pas. Ça, c'est génial. Toi, vraiment, le sentiment qu'on avait de susciter chez les gens, c'est l'interrogation et le fait que c'est un apprentissage par effet waouh. Ah tiens, waouh, je savais pas. On a 3 MOOC disponibles avec 3 niveaux de compréhension différents. Mais par contre, au sein d'un MOOC, on n'a pas fléché nécessairement un parcours type. En disant tu dois faire la vidéo A, puis D, puis C, puis F, tu vois. En fait, on souhaite que l'apprenant soit parfaitement libre et qu'il soit aussi acteur de sa propre formation en allant piocher la vidéo qu'il souhaite. L'idéal étant qu'il les regarde toutes. Ça, ce sont Very Very Smart qui pourraient en parler. Mais dans la discussion qu'on avait avec eux, on voulait aussi des designs de bonhommes, de notre mise en image qui soit pas trop marquée dans le temps. C'est-à-dire qu'il pourrait avoir du sens dans 5 ans. C'est très compliqué de se projeter sur le dominant design de dans 5 ans. Mais en tout cas, on voulait pas le marquer trop pour qu'il puisse avoir une valeur dans le temps. En gros, tu vois, je pense qu'il y a même des couleurs, des polices qui sont en fait un peu marquées. Je sais pas si tu as connu l'époque de Flash, tu sais où les... Oui. Voilà. Bon bah tu vois, c'est fini ça. Mais tu vois, on veut pas prendre trop de risques pour en faire un produit qui soit pérenne. Et nous, mais on n'a pas voulu faire non plus de l'eau tiède, on a des partis pris en matière de design, mais on avait ce point d'attention de se dire qu'en fait on voulait quand même que le design soit valable dans quelques années.